Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour accueillir notre ami Thomas Vénin, notre auteur, nouvel auteur un peu humoristique entre guillemets, un auteur mordant, un auteur très mordant. Vous avez peut-être déjà lu La Dent du Piment, qui est une revisitation de l'histoire de l'alpinisme d'un point de vue épicé. Voilà, Pimenté. Et ben Thomas, il s'est intéressé à un autre sujet, c'est les hallucinés. Enfin, surtout les hallucinations ou les hallucinés. Qu'est-ce que l'idée de base, c'était les hallucinations visuelles en altitude, surtout. C'était le point de départ du livre, c'était vraiment les hallucinations. Et puis, pardon, je parle pas assez fort. J'ai la voix qui porte pas du tout, je vais essayer de faire un effort. Mais n'hésitez pas à me le redire. Ouais. Alors, je disais, le point de départ du bouquin, c'était les hallucinations en altitude. C'est vraiment que les hallucinations visuelles, c'était ça l'idée au départ. Et puis je me suis rendu compte que c'était un sujet très riche, qui a finalement pas tant d'hallucinations que ça. J'avais entendu beaucoup d'histoires là-dessus. Et en fait, il n'y a finalement pas tant d'hallucinations visuelles comme on peut les imaginer, comme on les imagine. Et puis il y a par contre beaucoup de choses qui se passent dans la tête des alpinistes là-haut. Et des choses assez troublantes. Et voilà, c'est un peu finalement. J'ai essayé de rassembler des histoires qui rassemblent un peu tous les phénomènes qui se passent là-haut. Enfin, tous, je ne sais pas si on peut être exhaustif, mais voilà. Parce que ce qui t'intéresse, c'est le bout du rouleau. Ouais, voilà. Le bout du rouleau est un endroit prodigieux. C'est le seul endroit au monde, avec celui des rêves, où la réalité se mélange à l'imaginaire. Un endroit de rêve, en somme. Le burn-out, un enfant qui ne fait pas ses nuits ou un ultra-trail sous la pluie permettent de l'apercevoir et beaucoup croient l'avoir visité. Ils ne sont pourtant qu'une petite poignée à s'être penchés par-dessus l'ultime parapet pour jeter un œil vers le feu d'artifice que nous promet l'au-delà. Beaucoup ont même basculé de l'autre côté, on ne les a jamais revus et c'est bien dommage car ils n'ont pas pu nous raconter. Certains en sont revenus et ce sont eux qui nous intéressent. Évidemment, ils sont tous alpinistes. Quelques marins, plongeurs ou explorateurs d'épaule auraient bien le droit de citer, mais la montagne a décidément ce gros quelque chose en plus, cet ingrédient unique qui en fait un monde à part, l'altitude. Quand elle est haute, voire très haute, elle devient même l'ingrédient ultime qui, cumulé à la solitude, la fatigue, le stress, la déshydratation ou le manque de sommeil, ouvre la porte d'un monde féerique où l'éléphant rose est roi. Le membre brisé est une option dont il serait dommage de se passer, mais le peu de cas recensés dans la littérature alpine tend à démontrer le caractère imprudent de l'option. Car la survie n'en est pas une, et c'est bien là toute la subtilité de l'expérience. L'autre subtilité tient dans la cohérence du récit. Les conditions d'arrivée au bout du rouleau font que les souvenirs sont souvent confus, et les rares témoins ne valent guère mieux. C'est là tout le mérite de la médecine et de la science qui, depuis plusieurs décennies, cherchent à comprendre pourquoi les yeux de l'alpiniste fatigué mentent à son cerveau. Ceux qui là-haut affirment communiquer avec les morts sont probablement ceux qui en bas sont les plus réceptifs aux discours spirituels et ésotériques. Sans fermer la porte au surnaturel, il conviendrait donc, par souci de crédibilité, de donner la priorité à la science, même pour les cas à faire douter les plus athées des parpaillots. Il faudra aussi faire le tri dans les différents événements qui interviennent dans le cortex poussé à bout. L'éléphant rose n'a pas le monopole des effets de l'hypoxie et nous apprendrons à différencier les hallucinations des illusions tout en nous méfiant des rêves et de l'œdème cérébral qui n'a rien à voir. Ouais, voilà, ça s'appelle l'alpinisme. Je crois que c'est le monde ce qui permet d'aller le plus loin, de se rapprocher le plus du bout du rouleau. Il y a plein d'activités qui font qu'on est très fatigué. Je les cite au début, là, on pense souvent à l'ultra-trail par exemple, mais l'alpinisme qui a grimpé très très haut, qui est rentré dans un monde complètement parallèle et puis qui redescend, quand ça se passe mal, quand il y a des choses qui viennent se dérégler un peu la machine, il y a des récits où les gens arrivent, les alpinistes arrivent vraiment au bout du bout, vraiment très proche de la fin, quoi. Et c'est là qu'il y a dans le cerveau des trucs qui se passent qui sont intéressants. Et ce qui est effectivement difficile, c'est de faire le tri, parce que les récits, c'est l'alpiniste qui raconte. Et du coup, des fois, il ne sait même plus lui-même c'est trop ce qu'il a vécu, ce qu'il a pas vécu, ce qu'il a cru voir, ce qu'il a cru entendre. Voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est un sujet assez riche, mais en tout cas fascinant.
Il n'est pas de cerveau plus mou que celui privé d'oxygène rendu au sommet de l'Everest. Le plus brillant des mathématiciens aurait bien du mal à se dépêtrer d'une règle de 3. C'est pourtant une formidable présence d'esprit qui est à l'origine du plus célèbre des témoignages d'hallucinations en montagne. J'ai déjà eu des hallucinations au K2, mais alors ici c'est dingue. Je vois des grimpeurs sur des séracs, un gars habillé en carnaval, un autre qui sort d'une caverne. Avant, je me suis surpris à voir un transformateur sur un nuage qui était sur notre camp avancé. Les 8000, c'est dingue. Avoir pensé à sortir son dictaphone pour raconter à la postérité ce que ses yeux ont vu sur les pentes de l'Everest, ce 30 août 1986, est le coup de génie d'une vie d'alpiniste. Il est signé Jean Troyet. De mémoire d'historien de la montagne, c'est là le seul témoignage pris sur le vif d'un cerveau de grimpeur soumis à l'hypoxie. Il serait dommage de ne pas analyser en profondeur ce morceau de légende. Qui s'intéresse un minimum à la chose alpine connaît forcément l'histoire de cette ascension, la cordée Loretan-Troyet, l'Everest en 43 heures aller-retour par la face nord et le couloir Orbein. Pas d'oxygène, pas de corde, pas de tente, ultra fast, ultra light. Un bijou d'ascension à montrer dans les écoles de style alpin. Tout le monde la connaît, mais quel plaisir de s'en remettre une tranche. N'est-ce pas? Ouais. Tu fais bien l'accent suisse. J'ai pas osé. Je peux, je suis suisse. C'est vrai, ah oui. Ben ouais, ça c'est un moment mythique, c'est incroyable d'avoir l'enregistrement. Ça aurait été sympa qu'on l'ait d'ailleurs, tiens. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais d'avoir ça enregistré sur un dictaphone. Pris sur le vif, quoi. Sur le vif, ouais. Il se met à voir des trucs, puis il attrape son dictaphone et il raconte ce qu'il voit, des trucs qui n'existent pas. Et puis c'est dingue, quoi. Puis le truc passe à la postérité. C'est vrai que c'est le seul témoignage pris sur le vif, quoi. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, j'en ai pas trouvé d'autres en tout cas. Mais il s'en souvient, parce que tu l'as ouais, alors je l'ai eu au téléphone, genre, il m'a raconté un peu, parce qu'il voyait d'autres trucs, hein, il n'a pas vu que ça, il a vu des danseuses de ballet, il m'a raconté qu'il voyait un parking depuis les pentes de l'Everest. En regardant en bas, il avait l'impression de voir un parking avec des voitures, comme un parking de supermarché, avec des gens qui bougeaient, il voyait des grimpeurs qui mesuraient 4 mètres de haut aussi, des trucs qui lui paraissaient complètement immenses. Mais il a eu quand même l'idée de prendre son dictaphone. Oui, c'est ça qui est dingue. Et alors, ce qui est dingue avec lui, c'est que, alors, il est très cool. Genre, il avait trouvé ça très marrant sur le coup, ça l'a pas du tout inquiété. Et du coup, il m'a raconté ça vraiment facile. Pour lui, c'est un bon souvenir, quoi. Il voyait des trucs complètement dingues. Il était complètement rincé. Mais bon, voilà, il raconte ça avec le sourire. Pour lui, c'était un moment sympa, quoi. C'est ça qui est. Parce que c'est d'ailleurs un truc qui revient assez souvent dans les hallucinations. Alors tout le monde ne dit pas c'est un truc sympa, mais un truc qui revient souvent, c'est que c'est quelque chose de plutôt rassurant. Ça dépend des cas et ça dépend de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit. Mais c'est un truc qui revient souvent, c'est qu'on voit des choses complètement extravagantes et sur le coup, les gars se disent pas tiens c'est quand même bizarre, tiens c'est inquiétant, faut que je fasse un truc, faut que je redescende. Non, c'est plutôt un truc qui est rassurant, quoi. Ouais, il n'y a plus d'esprit critique, d'analyse ou quoi que ce soit, c'est normal, quoi. Bah ouais, c'est même visiblement autre chose quand même, c'est un truc un peu inconscient qui, quand le cerveau arrive à une espèce de rupture, bah, comme peut-être un mécanisme de défense qui apaise un peu la conscience et qui fait que on reste cool et on se met pas à faire n'importe quoi sous prétexte qu'on voit des... Bah, ça dépend qui. Il y en a qui sont parvenus. Alors ouais, mais le problème c'est qu'on n'a pas les témoignages là. La féerie n'a malheureusement rien à voir là-dedans. Le sommet de l'Everest est certes un endroit à part sur notre planète, mais il n'y a rien de magique. La science explique tout. Que le cocktail manque d'oxygène, fatigue, déshydratation et émotions intenses accouchent de quelques divagations est finalement plutôt logique au regard de ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau. Ce qui est mystique dans l'alpinisme, c'est cette lubie qui pousse les plus grands à se mettre dans de telles dispositions. La clé de l'hallucination en montagne tient plus dans l'acceptation de mourir pour le sommet que dans l'ouverture des chakras. On contentera à la fois illuminé et cartésien en disant que l'un ne va pas sans l'autre. Mais revenons à la science et cherchons à comprendre ce qui se passe dans le corps de l'alpiniste qui quitte le plancher des vaches. Les lois de la physique sont catégoriques. Celui qui monte croise indubitablement la pression atmosphérique qui descend. Même avec la tuyauterie adéquate, le passage entre le niveau de la mer et les hautes sphères s'accompagne bien souvent de quelques désagréments qui oscillent entre un léger mal de crâne et la mort. Manque d'appétit, nausées ou troubles du sommeil sont les premiers symptômes du célèbre mal aigu des montagnes dont l'œdème, cérébral ou pulmonaire, est la première étape.
Pris en étau au milieu de ce grand remue-ménage, le cerveau aura bien du mal à garder son calme, et pour peu qu'on lui ajoute les ingrédients qui font le sel du grand alpinisme, il s'autorisera quelques fantaisies délectables. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une hallucination ? Jean-Paul Richalet, professeur de physiologie à l'université Paris 13 et grand spécialiste de la médecine d'altitude, connaît bien le sujet. La définition d'une hallucination, explique-t-il, c'est qu'il y a une perception sans stimulus, c'est-à-dire qu'on voit des choses alors qu'il n'y a aucune raison qu'elles existent. Un transformateur sur un nuage ou des danseuses de ballet au-dessus du camp de base de l'Everest par exemple, mais médicalement, on ne parle pas forcément d'hallucination dans tous les cas. Souvent, ce sont plutôt des illusions, en particulier quand on voit son propre corps qui se dédouble ou se déforme, ou bien quand on a l'impression d'avoir un compagnon imaginaire. Dans ce cas-là, on parle d'illusion somesthésique, terme qui englobe les sensations déconnectées de la réalité, de pression, de chaleur, de douleur ou encore la position du corps dans l'espace, comme pour les membres fantômes des personnes amputées. Mais ce ne sont pas des hallucinations, comme avoir l'impression d'être en présence de Pierre Bégin alors qu'il est bien plus bas sur la montagne pour continuer avec le magnifique école que nous offre la cordée Troyes-Loretan. Ouais, donc ça c'était dans le premier chapitre que tu as lu tout à l'heure, c'est Pierre Bégin, en fait il accompagnait Loretan et Troyer à l'Everest, et il n'a pas été au sommet du coup, mais voilà. C'était plus passage. Ah non, c'était avant. Non, mais ici, là, ce que tu viens de dire. Ça, c'est Vénébols. Ce que je viens de dire. Ah oui, d'accord, c'était après. C'est là. Ah oui, c'est ça. C'est que Loretan, en fait, quand il arrive au sommet de l'Everest, il a l'impression que Pierre Bégin est toujours avec eux. Alors qu'il l'a vu faire demi-tour, mais bien avant, il fait demi-tour, je crois, vers 7000 mètres, parce qu'il avait sommeil, je crois, il n'arrivait plus à grimper. Et donc il l'a vu faire demi-tour, il savait qu'il n'était plus avec eux, mais il sentait toujours sa présence dans son dos. Quand il est au sommet de l'Everest, il a vraiment l'impression qu'il est toujours avec lui. Et ça, c'est étonnant, parce que c'est un cas qui revient vraiment très souvent dans la littérature. Et d'ailleurs, il y a eu des études scientifiques, puisqu'on est dans la science, là. Il y a eu pas mal d'études scientifiques sur le... Enfin, il y en a une en tout cas que je cite dans le bouquin d'ailleurs, où ils ont... C'est une étude suisse, je crois, où ils ont recueilli des témoignages de grimpeurs. Ils leur ont demandé de revenir, enfin, avant de partir, ils leur ont demandé de raconter ce qu'ils allaient vivre là-haut. Et le plus gros des témoignages, c'est le sentiment d'être suivi, quoi. C'est de sentir une présence dans son dos dans des moments difficiles, quoi. Alors, les facteurs qui reviennent souvent, c'est déshydratation, grosse fatigue évidemment, le manque d'oxygène évidemment aussi, et il y a la solitude qui est un facteur déterminant aussi. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça qui revient le plus souvent. Ouais. On va continuer à rester sur l'Everest. À 15h50, Venables quitte le toit du monde et entame sa longue descente vers le monde des vivants. Au-dessus de sa tête, de vilains nuages se rapprochent de plus en plus. La neige commence à tomber et dans 3 heures, la nuit sera déjà là. Malgré le brouillard qui l'enveloppe, il retrouve son chemin jusqu'au ressaut Hilary, au pied duquel il s'effondre après un rappel qui le vide de ses dernières forces. Une crise d'hyperventilation plus tard, il reprend sa descente. Mourir aurait été la chose la plus facile au monde, mais j'aurais eu l'air si bête. Je devais descendre. C'est là que le récit de Venables passe à la seconde personne du pluriel. Il ne dit plus « je », mais « nous ». Le vieil homme est de retour. Entre 2 crises d'hyperventilation, les 2 hommes réussissent tant bien que mal à perdre un peu d'altitude en glissant sur les fesses. Venables, lucide dans son délire, a pitié de son compagnon qui, tout en flegme britannique, trouve tout ça un peu too much. L'instant d'après, le vieux reprend du poil de la bête et se transforme en un musicien qui ne glisse plus sur les fesses mais sur son violoncelle. Venables, grand amateur de musique classique, croit reconnaître un concerto de Dvorak, puis sur les conseils de musiciens redevenus vieillards, urine dans son pantalon. Il est désormais 21h, il fait noir, il faut bivouaquer, encore un conseil du vieux sage. Là, à 8500 mètres d'altitude, par moins 20 degrés, dans l'obscurité totale, Stéphane Venables et son vieux double s'assoient sur une petite banquette glacée et entreprennent de passer la nuit. Mais leur position semble faire des envieux et bientôt, une petite foule se presse avec eux sur l'étroite banquette, ce qui n'est pas sans provoquer quelques tensions. La jeune fille qui essaye de réchauffer les mains gelées est froidement accueillie par le vieil homme qui se montre extrêmement condescendant, alors elle et que feu Eric Shipton reçoit un bien meilleur accueil. Puis d'autres personnes tentent de s'organiser pour leur masser les pieds. L'opération est dirigée par Mike Scott, le fils de Doug, qui connut lui aussi un drôle de bivouac non loin d'ici en 1975.
30 ans après, la famille Scott en rit encore. Je ne connais pas Mike, mais je sais que son père et lui ont bien rigolé avec cette histoire. Lorsque l'aube pointe enfin le bout de son nez, les compagnons nocturnes de Venables tentent une petite blague en lui faisant croire que des bergers l'attendent juste à côté des tentes avec de la nourriture et un feu bien chaud. Taquins à souhait, ils vont même jusqu'à le hisser seul un moment pour aller profiter du festin. C'était bon d'être tranquille pendant un moment, se souvient-il. Mais quelques instants plus tard, les voilà qui reviennent goguenards. Pendant qu'il se les gelait sur sa banquette, ils avaient profité d'un bain chaud et d'un bon repas. Hallucination, rêve ou mélange des deux? A-t-il seulement dormi? Sûrement un peu sur la faim. Je me rappelle m'être réveillée, avoir soudain réalisé que la nuit était terminée. La fête aussi est terminée. Au réveil, tout le monde est rentré chez soi, même le vieil homme. Reste notre alpiniste seul avec sa gueule de bois et ses pieds gelés. Ouais, alors là, c'est... Rêve ou hallucination, c'est plus. Voilà, ouais, là, c'est typiquement, on a un récit, mais alors, même l'alpiniste, quand il vit ces moments-là, bah, il sait même plus dire ce qu'il a vécu, si c'était des rêves, si c'était des hallucinations, s'il dormait, il sait plus, quoi. Donc j'ai échangé un peu avec lui par mail, et en fait, là, c'était une ascension que c'est 1985, je crois. Il est parti avec, ils étaient 3, et lui, il était plus rapide que les autres, en fait, pour aller au sommet, le jour du sommet, et donc il s'est retrouvé tout seul. Et il y a un moment en fait, où il a fermé la porte derrière lui, il s'est dit, il a hésité un peu, puis il a dit allez j'y vais. Et il s'est retrouvé vraiment complètement tout seul pendant des heures et des heures à grimper. Et c'est là qu'il a senti cette fameuse présence dans son dos. Et lui, ce qui est bizarre, c'est que ça avait l'apparence d'un vieil homme en fait. Et donc il m'a dit que c'était de temps en temps une espèce de un miroir de lui-même, mais en plus vieux. C'est une espèce de sage qui lui donnait des conseils, qui lui disait où mettre ses pieds, qui le guidait un peu. De temps en temps, c'était une personne étrangère, il savait pas trop. Mais alors c'est complètement fou parce qu'après il va au sommet tout seul sans oxygène, donc c'est quand même il se fait une bavante et donc la descente c'est complètement il sait plus où il sait plus il dort, donc il fait un bivouac à presque 1000 mètres je crois, même plus de 1000 mètres et c'est là qu'il perd complètement les pédales, puis après il retrouve ses copains au col sud vers 7009 je crois le col sud. Et puis après, ils refont des nuits. Là, ils sont plusieurs, mais c'est pareil. Les autres sont fatigués aussi. À un moment, je crois qu'ils voient un gars qui lui. Une espèce de cahute avec comme un marchand de glace un peu. Un gars qui lui propose du Saint-Nectaire et du vin. C'est complètement délirant. Je crois que c'est le témoignage, cette ascension-là, c'est un des meilleurs témoignages. Il n'est pas retourné d'ailleurs, lui. Il n'est jamais retourné. Il a fait des sommets plus petits, mais il n'est jamais retourné à 8000 mètres. Ça lui a suffi. Mais on se demande des fois si c'est pas aussi. L'esprit qui lui donne une compagnie pour pas qu'il s'endorme, pour qu'il reste éveillé. Et alors lui, comme les autres, il dit que c'est une présence rassurante, quoi. C'est un truc qui le guide. Il a jamais eu peur, il s'est jamais dit alors là je vois des trucs, il faut que je fasse demi-tour, je suis en train de perdre les pédales. Non, au contraire, ça le rassure. Puis, en même temps, il n'est pas complètement au bout du rouleau parce que c'est à la montée qu'il commence à sentir ça pour la première fois. Donc il va quand même au sommet après, même en sentant des présents de son dos, il fait pas demi-tour. Il va quand même au sommet, après il redescend. Donc c'est vraiment un truc qui l'aide. C'est assez troublant. Le cas Carsolio. Ah. Ouais. Pour présenter, Carlos Carsolio est le 4e homme. Erhard Loretan a senti sa présence dans son dos au début des années 1990, alors qu'il voyait la ligne d'arrivée de la course au 14 8000 se dessiner. Parti bien après le Suisse, Carsolio a comblé son retard en à peine 2 saisons en gravissant 3 8000 en 1994, puis en 1995. L'alpiniste mexicain n'aurait certainement pas rechigné à lui filer un petit coup de main en cas de pépin, mais son idée première était surtout de lui passer devant pour lui souffler la place sur le podium, derrière Reinhold Messner et Jerzy Kokushka. Mais Loretan a tenu bon et Carsolio a fini 4e. Il est toujours vivant d'ailleurs, bien. Carsolio, oui, oui, j'ai échangé aussi avec lui. Il est toujours vivant. Mais cette course qui consiste à gravir les 14 sommets depuis 8000 que compte notre planète, Carsolio n'en faisait pas une maladie. Loretan non plus du reste. L'ordre d'arrivée importait probablement plus aux médias et aux sponsors qu'aux grands himalayistes qui n'ont jamais mis de côté leur éthique pour gagner quelques mois. Que ce soit Messner, Kokushka, Loretan, Carsolio ou Velicki qui termina 5e, le credo était le même, plutôt finir dernier que d'emprunter une voie normale sous oxygène. Pour le Mexicain, la démarche est même encore plus profonde. Plus que le sommet, il allait chercher là-haut ce qu'il a fini par appeler les moments de réalité étendue. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'une fois que tu as connu ce genre d'expérience, c'est plus facile de les connaître à nouveau. Tu ouvres le canal. J'étais à la recherche de ces moments dans chaque expédition. C'est pour cette raison que je voulais grimper seul et sur les voies difficiles.
C'est une sorte d'addiction spirituelle. Son canal, Carlos Carsolio l'ouvre en 1985 lorsqu'il gravit son premier 8000, le Nanga Parbat, via le pilier sud-est du gigantesque versant Rupal, au sein d'une grosse expédition polonaise qui comprend notamment Jerzy Kukuczka. Sur la fin de l'ascension, la météo vire au cauchemar et les 4 alpinistes de pointe qui ne voient pas plus loin que le bout de leur piolet communiquent entre eux par radio et en anglais, puisque Carsolio ne parle pas polonais. Sur une paroi comme le Rupal, qui dit ascension difficile, dit descente infernale, surtout quand les gourdes sont vides. Au camp de base, l'équipe de soutien, encore marquée par la mort de Piotr Kalmus, emportée par une avalanche près du camp 2, suit fiévreusement les conversations radio qui confirment que la descente a viré à l'épreuve de survie. Se comprendre n'est plus vraiment une priorité et la langue de Shakespeare a progressivement disparu des ondes. D'après Carsolio, qui comme ses 3 compagnons a survécu à la descente, l'enregistrement de leur conversation est la preuve qu'il se passe là-haut des choses surnaturelles. Malgré la barrière de la langue, nous pouvions nous comprendre parfaitement. Nous avions trouvé un autre canal de communication. Ouais, alors Carsolio, c'est génial parce que lui, il explique qu'il allait là-haut pour ça. Lui. À un moment dans sa carrière, Il est addict, hein. Ouais, il était addict. Alors, il y en a beaucoup qui sont addicts à la montagne, mais lui, il était addict aux sensations qu'il avait là-haut. Son objectif, quand il partait, c'était vraiment de changer de monde et de s'ouvrir l'esprit avec des trucs qui vont là-haut. Alors, j'avais un peu peur au début parce que moi, je suis très cartésien et je voulais pas trop tomber dans les trucs un peu ésotériques. Et il me semblait qu'il était un peu comme ça. Et cet exemple que j'avais lu là, ça me paraît quand même assez bizarre, des histoires d'ouverture de canal, qu'on arrive à se comprendre, la télépathie. La réalité étendue aussi. Ouais, ça me paraissait un peu bizarre. Et il m'a expliqué en fait que non, lui, il est pas cartésien, enfin, il croit en aucune religion, il n'est pas complètement. Il n'est pas fermé à la science, mais il pense que ça peut pas expliquer ce qu'il a vécu là-haut, quoi. Il a vécu des trucs tellement dingues là-haut que c'est pas. La science peut pas expliquer ce qu'il a vécu, quoi. Et du coup, c'est. Voilà, c'est un mec vraiment. Ils parlaient tous la même langue, là, tout le monde se comprenait. Bah alors c'est ce qu'il raconte, après encore une fois, bon on sait plus, effectivement c'est la tempête, ils sont à 8 mm, ils sont un peu déconnectés, mais bon c'est vrai que il arrivait à se comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir tous les témoignages de tout le monde à l'époque, mais alors... Et des enregistrements. Ouais, alors, Quelle langue ils parlaient? J'ai cherché la bande, je ne l'ai pas retrouvé. Ouais. Voilà, en plus il y en a qui sont plus là forcément. Donc, Cela dit, ça arrive hein, quand on a bu un peu des coups et suivant avec qui on est, on peut parler tous la même langue, non? Ah, mais on se voit aussi. Mais c'est ça qui est frappant, c'est que ça a un peu les mêmes effets que l'alcool, la drogue, on en reparlera peut-être après. Désinhibe. Mais ça désinhibe complètement, Ouais. et effectivement, quand on a un coup dans le bif, on parle le turc plus facilement. Ouais. Quoi. Et voilà, et ouais, Carsolio, c'est vrai que c'est un gars qui a fait des trucs incroyables. Après, il a fait une ascension au Broad Peak où c'est pareil, il sent des présences, il sent un mec qui le guide, il voit des trucs lumineux. Au sommet, il n'a pas eu des hallucinations, il n'a pas vu d'éléphant rose, mais il a vu des trucs. Là, sa route est tracée, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, c'est que. Il allait là-haut pour ça, pour s'ouvrir l'esprit, un peu comme il y en a qui fument des joints pour s'élargir l'esprit. Ils prennent des champignons. Ou des champignons, voilà, bah lui c'était. C'est peut-être le côté mexicain aussi, un peu. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être. Plus ouvert aux expériences. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que ça remet un peu en question tout le côté scientifique auquel je m'étais un peu intéressé avant. Et ça pose des questions, quoi. Et nous sommes en 1871 sur les pentes du Santis, sommet de 2503 mètres d'altitude, situé dans les préalpes appenzelloises, au nord-est de la Suisse. Un petit groupe d'alpinistes s'escrime dans la descente d'une paroi rocheuse lorsque se présente un couloir de neige d'allure vicieuse. Le groupe s'arrête, tergiverse, puis le jeune Albert Heim, 22 ans, mais montagnard déjà accompli, prend les devants et s'engage dans la pente. Au bout de quelques mètres, un coup de vent lui subtilise son chapeau qu'il tente de rattraper dans un mauvais réflexe qui le déséquilibre, et le voilà qui part en glissade vers le précipice inévitable. Tout va très vite. La chute d'une vingtaine de mètres dure à peine quelques secondes, mais dans la tête de l'alpiniste, le temps se fige comme si la scène se déroulait au ralenti. Le jeune Albert a le temps de comprendre qu'il va probablement mourir. Pendant ce laps de temps très court, son cerveau passe à surmultiplier et produit une activité mentale fulgurante. Tout ce que je pus ressentir et penser durant ces 5 à 10 secondes ne peut se raconter même en 10 fois plus long. Il pense d'abord à ce qui va suivre et se dit que si la neige a fondu au bas de la paroi, il va s'écraser sur les rochers et mourir. Mais il anticipe aussi sa survie et pense au flacon d'éther de vinaigre qu'il a au fond de sa poche, à son bâton qui peut peut-être lui être utile pour enrayer sa chute, et à ses lunettes qu'il tente d'enlever pour ne pas être blessé par d'éventuels éclats de verre.
Il envisage également le secours que pourraient lui porter ses compagnons. Je me dis qu'une fois atterri, je devrais, quoi qu'il arrive, que je sois gravement blessé ou non, et dans la mesure du possible, immédiatement crier « Ça ne me fait rien du tout !» afin que mes compagnons, parmi lesquels se trouvait aussi mon frère et 3 de mes amis, puissent se remettre de leur terreur et osent s'aventurer dans cette descente difficile. Toujours dans ce même laps de temps, il se rend compte qu'il ne pourra pas donner sa conférence de géologie prévue dans 5 jours à l'université de Zurich. Puis des images se mettent à défiler très rapidement dans sa tête. Elles sont parfaitement assimilées par son cortex, qui voit passer des souvenirs enfouis au fond de sa mémoire. Il se revoit notamment enfant sur le chemin de l'école, puis dans sa classe, au collège, avec son professeur préféré. Je vis ensuite, à une certaine distance, comme sur une scène, ma vie entière défilée en de nombreuses images. Je me vis moi-même comme le personnage principal. Puis il voit un courtier apporter une lettre à sa mère lui annonçant la mort de son fils. Il vit tout cela très sereinement, sans aucune inquiétude. Des pensées grandioses et réconciliatrices dominaient et se nouaient avec des images isolées. Une paix divine ainsi qu'une musique sublime traversèrent mon âme. Il se met ensuite à planer librement, entouré de nuages tendres et violacés. Puis il entend le son de l'impact. Ouais, bah ça c'est un peu ce que racontent plein de gens qui ont vécu alors soit des chutes, soit les noyés aussi parlent beaucoup de ça, là, qui voient leur vie défiler devant leurs yeux, au moment où ils sentent qu'ils vont mourir, et du coup on voit un peu... c'est une distorsion du temps en fait. Ouais, c'est ça, en fait c'est un laps de temps très court, mais il se passe beaucoup de choses dans la tête, et donc là, lui ce qui est incroyable, c'est qu'il raconte tout ce qu'il a vécu, il détaille très précisément, parce qu'il a un souvenir... très précis de ce qu'il a vu. Et donc, en fait, ça, c'est le point de départ de tout un tas de trucs derrière, parce qu'il a publié derrière un article dans le Club Alpin Suisse, dans la revue du Club Alpin Suisse, à l'époque, et il a recueilli plein de témoignages d'alpinistes qui ont vécu la même chose que lui, et il s'est rendu compte qu'il y en avait plein, et donc du coup, il avait écrit un article qui avait eu pas mal de succès à l'époque, et qui ensuite a entraîné d'autres recherches sur des psychologues, des psychiatres qui ont fait des recherches là-dessus, et en fait, c'est un peu le point de départ des recherches sur les expériences de mort imminente, en fait, puisque du coup, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a un livre qui est assez célèbre, c'est La vie après la vie de Raymond Moody, je ne sais pas si certains l'ont lu, où c'est un gars qui a rassemblé plein de témoignages de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et parmi ces cas-là, il y a notamment plein de gens qui racontent un peu des trucs comme ça. Et aussi, il y en a beaucoup qui racontent qu'ils se sont sentis sortir de leur corps, et qui se voient depuis le dessus, et qui se voient marcher quand il y a un accident de voiture, par exemple, il y a plein de gens qui disent au moment où ils freinent, ils se voient sortir de la voiture, ils voient la scène de l'extérieur, quoi. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a énormément d'alpinistes qui racontent ça aussi. Quand ils sont vraiment au bout du rouleau, ils se sentent comme ça sortir de leur corps, ils se voient marcher. Alors il y a plein de cas, il y a Doug Scott notamment qui raconte ça quand il est à l'Everest en 1975. Il raconte ça. Est-ce qu'il est en train de mourir là? Et non, c'est ça qui est frappant du coup, c'est parce que je me suis entretenu avec ça avec un psychologue à propos de ça, et il m'expliquait que le cas des alpinistes est intéressant parce que du coup, eux sont pas forcément en train de mourir au moment où ils vivent ça, parce que Doug Scott, par exemple, à l'Everest, il n'est pas encore au sommet, il a ça à la montée, donc du coup, il se voit au-dessus comme ça, et quand il continue son ascension, et il redescend après, donc c'est qu'il n'était pas en train de mourir, quoi. Donc c'est ça qui est frappant, et du coup, comme les autres, il raconte que c'est un moment apaisant, que c'est calme, quoi. Il n'a pas du tout, il se dit pas oh là là, il faut absolument que je fasse demi-tour parce que là ça va pas du tout. Il se sent serein, quoi. Il voit comme quelqu'un qui le guide, encore une fois. C'est pas une présence dans son dos, c'est vraiment lui qui se voit, mais ça l'apaise, ça le calme, ça le rassure, et il continue, quoi. Et voilà, c'est pareil, ça pose des questions. Est-ce que c'est un mécanisme de défense? Est-ce que le corps humain le cerveau se met à envoyer des signaux comme ça? Est-ce que c'est un signal d'alerte? On sait pas, quoi. Ouais. Heureusement qu'il y a des mystères quand même. C'est ça qui est sympa. Et là, on est avec... je voulais parler quand même dans l'expérience de mort imminente. On a aussi un livre qui s'appelle Impatiente qui vient de sortir, où une de nos auteurs, c'est Sylvie Salicia, raconte qu'elle s'est vue mourir dans un accident de moto. Donc elle était en train de doubler un camion et elle est passée sous la roue du camion. Le camion lui a roulé sur le bras droit et elle a eu un terrible accident. Mais elle, par contre, elle a senti qu'elle était morte et elle a voulu réintégrer son corps. Voilà, enfin bref, elle le raconte très bien dans son livre, qui vient de sortir. Elle a été finalement au Mont Blanc, c'est ça. Et elle est retournée au Mont Blanc après. Ouais, ça, c'est encore une autre histoire. Mais là, on est encore dans un autre bouquin aussi. Tu as pris beaucoup d'inspiration dans notre maison d'édition et on t'en remercie. Là, on va parler du livre, je pense que vous l'avez tous lu, j'espère qu'il est excellent, L'arrêt de l'éternité de Sandy Allen et de Rick Allen.
Et voilà, je vais vous lire tu les cites. Parce qu'il y a aussi des beaux passages, des belles tranches d'hallucination. Donc là, ils sont en train de redescendre de l'arête Masno. Le lendemain matin, la machine n'a plus d'essence, mais puisque la pente est dans le bon sens, elle avance encore. Rick Allen est le plus touché des deux. Il perd peu à peu les pédales et se met à parler tout seul, un charabia impossible à retranscrire. Alan le sermonne, l'invective. C'est lui qui prend la descente en main. Le corps de Rick est avec moi, mais il est clair que son esprit s'est évadé ailleurs. Toute la journée, les deux spectres progressent lentement vers le bas, mais l'obscurité fait bientôt vite son retour. Alors qu'il est occupé à creuser une nouvelle grotte, Alan entre soudain dans une nouvelle dimension et quitte un instant son corps pour observer une version agrandie de lui-même. Comme pour Doug Scott à l'Everest, l'expérience est positive et l'Écossais s'offre même un moment de spiritualité. Je réalise que quelque chose de profond est en train de se produire. Dieu fait l'inventaire, me dis-je. Il coche une liste, 2 humains sur le flanc d'une montagne. Je me sens soudain élevé spirituellement, encouragé et rassuré, totalement à ma place dans cet environnement sauvage. J'ai une conscience aiguë de notre exposition et mes peurs profondes, mais je sens désormais que je reçois une énergie positive. La nature me rassure, je suis conscient. J'ai assez de talent et d'expérience pour affronter ce qui est en train de se passer. Je me sens fort, absolument convaincu que je peux faire ce qu'il faut. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que j'ai la force de continuer. La nuit n'est pas pire que les précédentes. À l'aube, les deux compères réussissent à se remettre en route. Rick marche devant tandis que Sandy tient fermement la corde, prêt à réagir à la première embardée. C'est dans sa tête qu'elle va se produire à l'approche du camp 3. L'Écossais aperçoit soudain un personnage familier assis sur un bout de rocher. C'est clair comme le jour, c'est Snoopy. Je trouve ça très rassurant de savoir qu'il est ici. Un peu plus loin, c'est une sorcière chevauchant un balai qui lui passe sous le nez. Elle a un nez crochu et un chapeau de sorcière biscornu qui me rappelle le fameux clocher tordu de l'église de Chesterfield dans le centre de l'Angleterre. Snoopy est toujours là. Il sourit à l'alpiniste décontenancé. La vision lui semble tellement réelle qu'il sort son appareil photo pour capturer un souvenir. Peut-on considérer ça comme de la lucidité ? Rick me demande pourquoi je prends autant de photos et je me demande si je dois lui dire. Rick, il est là. C'était une hallucination. Et il te l'a jamais dit qu'il avait des hallucinations, Sandy ? Non, 2 ans après. 2 ans après ? Ouais. C'était pour te protéger ? Nous allons au festival au Canada, à Banff. Il m'a dit, peut-être demain je vais faire aux hallucinations. Je dois te dire ce que j'ai vu. Incroyable. Ouais. Mais c'était pour te protéger, je pense qu'il n'a pas voulu le dire, parce que tu aurais eu peur s'il t'avait dit je vois Snoopy, je vois... Ouais. Il y a une sorcière dans le ciel. Nous avons eu des rêves, des hallucinations et surtout, je crois qu'il a vu, il semble tout à fait conscient. Ouais. Conscient, mais en même temps, il faut quand même dire que ça faisait 2 ou 3 jours que vous n'aviez pas bu. Ouais. Un truc de fou. Ni bu, ni manger. Ni manger. Que vous étiez au-dessus de 8000 mètres depuis combien de jours ? À cet instant, nous étions environ 7000 et 6500. Donc c'était lors de la traversée de l'arête Masno, Nanga Parbat. C'est le 16e jour et le 17e jour. Ouais, donc 16e jour au-dessus de 7000 quand même. Environ, ouais.
Donc au bout d'un moment, 3 jours sans boire, en plus là-haut, avec la fatigue aidant, enfin bon. Tu te rappelles, toi, de ces moments-là, quand Sandy a des hallucinations et qu'il te tient avec la corde, que toi tu sais plus trop où t'es, tu te rappelles de ces moments ou Non, je me rappelle seulement, j'ai dit, non, pourquoi vous faites autant des fautes? Ah oui, parce qu'il est Sandy, il prend Snoopy en photo, c'est ça. Oui, et puis il a pas osé le dire pourquoi. Ouais, c'est ça, il n'ose pas dire. Ouais. Donc 2 ans après seulement, il apprend quand même, c'est quand même incroyable. Comme quoi les hallucinations, ça se partage pas. Hein. C'est très personnel. Bah, c'est ça, c'est personnel. Moi, je m'attendais vraiment à avoir toute une flopée de témoignages de gens, de gars qui ont vu, parce que comme il y en a qui en ont eu, je me suis dit, bah, tout le monde en a eu, tous ceux qui vont là-haut, ils en ont. Et du coup, ça doit se raconter. Et en fait, bah non. Tout le monde n'en parle pas, en fait. Hein. Tous, je leur demande, mais est-ce que vous avez d'autres témoignages? Est-ce que vous en parlez entre vous? Vous racontez ça au camp de base? Ça, bah non. Non, je n'ai pas d'autres exemples, je connais personne qui en a raconté. Ouais. À part Jean Trollier qui raconte ça avec les autres, bah, ils gardent ça un peu pour eux. C'est vrai que Sandy, c'est. Je crois que c'est Wojtek Kursika qui avait fini par lui dire, qui en a eu aussi, qui avait fini par lui dire, faut que t'en parles, ça va t'aider. Ça va perturber quand même. Ouais. Wojtek, lui, il était par contre avec, parce que je n'ai pas lu le passage dedans, mais il était avec Robert Schauer, qui lui, par contre, a eu des hallucinations, mais négatives, stressantes. Ouais, alors ça c'est un des rares témoignages d'hallucinations stressantes, donc c'était en 84, je crois, au Gacharbon 4. Et ils se retrouvent tous les deux coincés par une tempête sur une petite vire et ils passent un jour, 2 jours et demi, 2 jours je sais plus, à regarder la neige tomber en fait et du coup ils rentrent un peu, au bout d'un moment ils se mettent un peu à délirer, ils ont froid, ils ont faim, ils ont soif et tout le package. Et Robert Schauer, il a l'impression, donc il sent une présence, comme beaucoup d'autres alpinistes, il sent une présence, sauf que lui il est mal à l'aise avec ça, il a l'impression que la présence veut le pousser dans le vide. Et c'est un des rares témoignages négatifs. Et le psychologue avec qui je me suis entretenu là-dessus, il m'a expliqué que c'était souvent les témoignages négatifs, c'est des gens qui sont un peu suicidaires, qui ont des pulsions suicidaires, qui ont. Alors est-ce que sur le moment il s'est dit j'en veux plus, je vais me jeter dans le vide, et est-ce qu'il a l'impression que c'était la présence qui lui conseillait de faire ça? Je sais pas. Oui, vous sentez son instinct suicidaire justement qui prenait le dessus. Et il y a plein de gens qui ont fait des tentatives de suicide et qui ont du coup eu des expériences de mort imminente, mais négatives, quoi, qui reviennent avec un mauvais souvenir de ça, contrairement à tous les autres qui ont des trucs, c'est plutôt vraiment un moment calme, un moment serein, quoi. Voilà. Troublant. Ouais. D'ailleurs, à lire aussi dans la biographie de Wojtek Kurtika. Oui, Bernadette Madonna, super livre ça. Ouais. On parle d'hallucination visuelle lorsqu'il y a perception sans stimulus, dit la science. La vision peut aller d'une simple lueur à un objet, un personnage ou un animal qui prend place dans des scènes plus ou moins animées. Le Snoopy, le lapin et la sorcière de Sandy Allan remplissent tous les critères. C'est moins flagrant lorsque Stéphane Venables quitte quelques secondes les pentes sommitales de l'Everest pour une plage espagnole, ou lorsque Robert Schauer part acheter des saucisses au supermarché entre 2 descentes en rappel sur le Gasherbrum. Elisabeth Revol a elle aussi connu des moments compliqués sur le Nanga Parbat en 2018, lors de cette fameuse hivernale qui a mal tourné. Durant ces longues heures, perchée à plus de 6000 mètres d'altitude, à attendre que 2 bonnes âmes viennent la tirer de ce mauvais pas, elle a beaucoup lutté contre le froid, la soif, l'hypoxie et le stress. À son retour en France, elle avait dit avoir eu des hallucinations et avait rapporté une conversation étonnante avec une vieille dame qui lui avait demandé sa chaussure en échange des tasses de thé chaud que lui apporteraient des gens sortis de nulle part. Prise dans son délire, elle avait enlevé sa chaussure et s'était gelé les orteils. Mais quelques mois et une bonne prise de recul plus tard, les images désordonnées ont laissé la place aux souvenirs. Je me rappelle très bien de cette scène, c'était un rêve de chaleur, de thé chaud, se terminant sur cette vieille dame qui me sort de mon rêve et me réveille, explique la Dromoise. Elle se rend compte, à ce moment-là, que l'un de ses pieds est en train de geler et retire alors sa chaussure pour enlever le feuillet d'aluminium placé à même la peau qui devait protéger ses chaussettes de l'humidité et lui tient plus froid qu'autre chose. Quand je retire ma chaussure, je suis réveillée. Je ne suis plus dans mon rêve. J'aurais dû la remettre à ce moment-là, mais elle était hyper froide et j'étais complètement épuisée. Des discussions avec les uns et les autres lors de sa convalescence ont aussi joué un rôle dans la remise en ordre des images et lui ont fait aujourd'hui dire que tout cela n'était qu'un rêve. J'en ai discuté avec les médecins qui m'ont dit que c'était probablement plus des rêves que des hallucinations. Et puis j'ai aussi parlé aux gars avec qui j'ai fait des raids. On est arrivé à la même conclusion sur ces questions d'épuisement et de manque de sommeil pendant une longue course de plus de 50 heures non-stop. Je peux aussi continuer. Ouais. Technique souvent utilisée dans les salles de torture.
La privation de sommeil est un stress terrible et un facteur susceptible de déclencher des hallucinations. Mais celui qui déambule depuis plusieurs jours à une altitude indécente, dans un état de tension quasi permanent, ne risque pas de prendre un coup de gourdin ou une décharge électrique à chaque fois qu'il pique du nez, et il peut s'autoriser quelques phases de micro-sommeil tout en veillant à ne pas sombrer définitivement. De nombreux témoignages comme celui d'Elisabeth Revol montrent qu'en conditions extrêmes, les rêves qui surviennent lors de ces phases de micro-sommeil sont souvent aussi étranges qu'ils paraissent réels. Et c'est probablement dans cet état que s'est retrouvé Doug Scott lors de sa descente épique de l'Ogre en 1977. Épuisé, déshydraté, les 2 chevilles en carafe, après son pendule malheureux, le Britannique raconte avoir parfois du mal à maîtriser ses pensées. Parfois, alors que je me reposais appuyé dans la neige sur les mains et les genoux, des images de chez moi, de Jeanne et des enfants me traversaient l'esprit. J'ai même pensé à envisager un agrandissement de notre cuisine. À d'autres moments, en fermant les yeux, je voyais des gens que je connaissais, comme des caricatures, notamment mon père, poussant un landau en culotte de cuir, retenu par des bretelles roses, ses cheveux coupés courts sur la nuque et les côtés, une raie bien faite au milieu, et il me disait de ne pas m'inquiéter. Cette activité mentale un peu particulière est bien connue des spécialistes du sommeil qui parlent d'un état de conscience onirique, c'est-à-dire une phase pendant laquelle il y a une confusion entre l'état de veille et l'état de sommeil. En psychiatrie, l'onirisme est un état de conscience aigu qui se caractérise par des hallucinations et des illusions visuelles, souvent cauchemardesques, qui peuvent amener le sujet à commettre des actes déroutants, voire dangereux, comme la défenestration par exemple. Parmi les causes susceptibles d'entraîner ce genre d'état, on trouve l'alcool, des hallucinogènes comme le LSD, une extase mystique ou encore un stress très important. L'himalayisme en quelque sorte. Tu résumes bien l'himalayisme. Oui, c'est ça. Et oui, mais... ouais. Alors, Elisabeth Revol, c'est marrant parce que... typiquement, quand elle est redescendue dans un camberbat, c'est pour le truc qu'elle a dit. J'ai eu des hallucinations et elle se souvenait très bien. Et en fait, c'est vrai que j'en avais discuté moi avec le professeur Richalet, donc qui est physiologiste, qui connaît bien tout ça, qui m'a dit non, en fait, c'est pas des hallucinations. C'est pas vraiment ça une hallucination. Une hallucination, c'est vraiment de voir un truc qui passe qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est ce qu'a vécu Sandy Allan, Snoopy. Mais parce qu'ils étaient actifs aussi. Elle attendait. Elle attendait. Ouais, elle attendait, ouais. Elle bougeait pas. Elle bougeait pas. Donc en fait, elle s'est enfermée. Alors elle savait plus si elle dormait, si elle dormait pas. Et en fait, c'est du somnambulisme, quoi. Elle a enlevé sa chaussure alors qu'elle dormait, en fait, tout simplement. Alors que eux, comme ils bougeaient, c'est qu'ils n'étaient pas somnambules en train de bouger. Bah je sais pas, parce que alors des fois il y en a qui sont... Rick il dormait. Qu'est-ce que tu dormais debout en marchant? Ouais, tu penses? Ouais. Parce que alors après, donc ça c'est le chapitre sur où j'essaie de trouver la différence entre... faire le distinguo entre ceux qui hallucinent et ceux qui rêvent. Et du coup, Rick entre en scène à nouveau, puisque au Broad Peak, il n'y a pas longtemps, tu as vécu des aventures, tu t'es retrouvé tout seul sur une pente, tu as un peu galéré. Et là, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Tout seul, ouais. Ouais, tout seul, ouais. Tu l'as bien, du coup? Ouais, pour moi, c'est le danger principal de grimper seul. C'est pas physique, c'est mental. Et je n'ai eu personne pour me dire non, tenez, vous. Non, on passe dans un rêve et perd le sens de la localité et du moment. Et tu m'as expliqué que tu avais des rêves très étranges à ce moment-là. Ouais. Oui, j'ai cherché l'hélicoptère pour registrer pour le vol. Ah, pour s'enregistrer, oui, la carte d'embarquement, quoi. Ouais. Ben oui. Et puis tu m'as dit que tu pensais que tu avais un 4x4 qui allait venir te chercher, alors que tu étais suspendu à tes piolets, et tu t'es dit il y a un 4x4 qui va arriver, qui va venir me chercher. Et ça existait un court moment, je crois. Mais c'était donc, ce court moment, c'était total. C'était un monde totalement différent. D'accord. Ouais. Et toi, tu sais dire que tu rêvais. T'es pas comme Elisabeth qui a cru qu'elle avait des hallucinations. Toi, tu savais que tu rêvais. Oui, j'ai su immédiatement à la fin que j'ai rêvé. Ouais. Mais dans le moment, c'est totalement réel. Mais est-ce que c'est pas aussi l'esprit qui envoie le genre de message ou d'illusion pour justement tenir le coup?
pour se dire ça va aller, il va y avoir un secours, je sais pas comment, mais ça va venir du ciel. D'ailleurs, c'est venu du ciel, puisque là, en l'occurrence, c'était quand même un drone envoyé par une équipe qui était plus bas pour voir où tu étais. Et c'est pas un peu oui, la conscience qui nous envoie quelque chose pour nous rassurer, non? Oui, Même si à aussitôt que je me tiens debout, ok. Ouais. Rien d'hélicoptère. Je dois faire des pas sauver soi-même. Ouais. Mhm. Et puis, le drone. Ouais. Quand tu l'as vu arriver, tu t'es dit je rêve. Je rêve, il y a un drone. Non, c'était clair que c'est pas d'un rêve, c'est un vrai drone. Ouais, c'était un vrai drone qui a aidé donc l'équipe qui est venue te secourir à te situer parce que tu étais sorti des traces en fait. Tu n'étais plus dans la voie normale. Oui, ils ont vu l'image du drone et ils ont vu où tu étais. Ouais. Est-ce que quand tu es retourné dans la tente, tu as bien dormi ce soir-là? Bon, j'ai bien dormi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et il y a Il aime ça puisqu'il y retourne tout le temps. Oui. Tu vas jamais t'arrêter en fait. Tu as encore des projets pour aller encore là-haut ou tu t'arrêtes jamais? Non. T'aimes bien ça donc, ouais. C'est vrai qu'il y a un côté addictif, hein, je pense. Hein. Ouais, mais là, je m'étais intéressé justement à la question des addictions parce que c'est vrai qu'il y a quand même un parallèle avec l'alcool, on en parlait tout à l'heure, l'alcool, les drogues, qui est assez frappant, je trouve, dans les effets. Ouais. Et je m'étais demandé à une époque s'il ne peut pas y avoir une sorte d'addiction qui s'expliquerait scientifiquement, comme pour l'alcool, le LSD par exemple, et d'autres drogues. Et alors, a priori, les sports extrêmes, il y a un peu débat dans la communauté scientifique, mais ça serait plutôt sur l'adrénaline, quoi. Les mecs qui font du base jump, des trucs comme ça, qui auraient besoin de décharge d'adrénaline et qui ont besoin vraiment d'y retourner. Les effets de l'altitude, il n'y aurait pas d'addiction possible par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est frappant. Quoi, et puis il y en a qui ça fait rien du tout. Hein, ouais, alors Elisabeth Revol me disait que justement, là-haut, elle était à 8 mètres, elle était comme un poisson dans l'eau. Alors quand ça se passe bien, mais quand elle est fatiguée, qu'elle a soif. Elle était à la Napurna, je ne sais plus quelle année, et elle a appelé son mari depuis le sommet, et elle lui parlait normalement, tout à fait normalement, il n'y avait aucun sentiment de déconnecter, alors qu'il y en a qui racontent qu'ils sont complètement comme s'ils étaient bourrés. Quoi. L'histoire troublante et extraordinaire qui prend place sur l'arête nord de l'Everest au printemps 2006 ne fait que renforcer la confusion ambiante. En redescendant du sommet qu'il vient d'atteindre sous oxygène, au sein d'une expédition commerciale, l'Australien Lincoln Hall perd soudainement les pédales. Il se met à tituber tout en tenant des propos incohérents. Nous sommes au XXIe siècle, le diagnostic est rapide, les Sherpas qui l'accompagnent comprennent tout de suite qu'ils vont vivre un long chemin de croix. En 7 heures, ils ne réussiront à descendre que de 200 mètres. Quand il n'est pas assis dans la neige à délirer, « Il y a 3 filles noires là-haut, je veux y aller !» Hall n'a qu'une idée en tête, se jeter dans le vide de la face du Kanchung pour prouver qu'il peut voler. Quant au masque à oxygène, ce n'est même pas la peine de lui en parler. Vers 19h, les Sherpas ont réussi à le traîner jusqu'à 8550 mètres d'altitude où il finit par s'effondrer sans connaissance. Dans le camp de base avancé, le chef de l'expédition leur intime l'ordre de le laisser là et de sauver leur peau. La journée est bien avancée, personne ne pourra venir le secourir avant la nuit. En Australie, sa femme est informée de sa mort. Le lendemain, à l'aube, la vie des expéditions commerciales reprend son cours sur l'Everest et de nouvelles cordées se mettent en route vers le sommet. Celle guidée par l'Américain Dan Mazur est la plus matinale. L'ascension jusqu'ici sans histoire vire subitement au baroque lorsque, peu après le franchissement du premier ressaut, les alpinistes tombent nez à nez avec un fou qui semble tomber d'un arbre imaginaire et la conversation s'engage. « J'imagine que vous êtes surpris de me trouver ici. En effet. Pouvez-vous me dire comment je suis arrivé là? Vous êtes sur le même bateau, vous aussi, les gars ?» Combinaison baissée jusqu'à la taille, pas de gants, tête nue, le fou est tranquillement assis sur une corniche qui surplombe dangereusement l'abîme de la face du Kanchung. Il n'a pas de sac, pas de piolet, pas de bouteille d'oxygène. Il n'a rien d'autre que les ragards de celui qui vient d'être soufflé par une explosion. Passé la surprise, le guide entreprend de le sécuriser et l'accrochant à sa corde en le rhabillant et en lui donnant de l'eau et de l'oxygène. Il était comme un enfant de 3 ans, dira Mazur après coup. Par radio, l'Américain prévient ensuite le camp de base qu'ils viennent de rencontrer un type à moitié gelé qui dit s'appeler Lincoln Hall. Et en Australie, sa femme est informée de sa résurrection. Lui est bien fou en fait. Ben ouais, alors lui, là c'est un chapitre sur l'œdème cérébral, parce que du coup c'était
c'est un autre facteur d'hallucination. L'œdème cérébral, c'est un truc qui arrive très souvent. Je ne sais pas, ceux qui sont allés là-haut connaissent ça. C'est compression, le cerveau qui se compresse dans la boîte crânienne, et du coup on devient un peu débile. Et donc dès que quelqu'un se sent mal là-haut, on a tendance à dire que c'est un œdème cérébral qu'il faut redescendre, machin. Et cet exemple-là, il est très frappant parce qu'en fait, les Sherpas l'ont abandonné. Enfin, leur abandonné, ils n'avaient pas le choix, hein, il fallait qu'ils sauvent leur peau. Voilà, qu'ils sauvent leur peau, parce que lui, de toute façon, il n'avançait plus, donc ils se sont dit, Ouais. c'est fichu, tant pis, on redescend. Et ce qui est incroyable, c'est le lendemain, il était vivant, quoi. Parce que l'œdème cérébral, normalement, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus, si on redescend pas, c'est fichu, quoi. Il faut absolument redescendre, ou alors avoir de l'oxygène, ou un caisson hyperbare, je sais pas quoi, mais si on fait rien, c'est pas possible de survivre, quoi. Et lui, il était encore vivant le lendemain, donc c'est une histoire qui a fait le tour du monde, Gelé même, enfin, c'est incroyable qu'il ait enlevé Ouais. ses affaires. Et Ou alors, tout, il a toujours eu du vivant. pot aussi, parce que je crois qu'il faisait pas froid ce jour-là sur l'Everest, mais... Il a passé la nuit tout seul quand même. Ouais, il y a eu aussi tout un tas de visions, de rêves, on ne sait pas trop. Il y a eu pareil des Ils expériences ont eu de du mal à redescendre. redescendre. Hein, Ouais, ils ont eu du mal à redescendre. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis posé pas mal de questions là-dessus. Et il y a des scientifiques qui ont publié une étude, c'est assez récent. Ils ont déterminé qu'il y avait un truc qu'ils appellent la psychose isolée de haute altitude. C'est-à-dire que c'est une espèce de psychose qui apparaît là-haut. Et on a tendance un peu à mettre l'œdème cérébral sur toutes les pathologies qui se trouvent là-haut. Dès qu'il y a un gars qui se sent mal là-haut, on dit c'est un œdème, machin, faut redescendre. Et en fait, visiblement, il y a plein d'autres phénomènes qui peuvent se passer là-haut, et ça peut juste être psychotique en fait. Comme la drogue en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas Terrain favorable et hop. C'est pas le ça cerveau qui déclenche, gonfle, c'est autre chose, quoi. C'est le psychisme qui intervient, Ouais. et qui fait que on se met à délirer. Alors il y en a qui veulent se jeter dans le vide, il y en a qui veulent. Voilà, donc c'est vraiment un domaine très compliqué, quoi. On a tendance à dire c'est des hallucinations, c'est un œdème, machin. En fait, non, il y a plein vraiment de facteurs qui peuvent entrer en compte, et c'est vraiment très compliqué. Voilà. En tout cas, plein d'histoires. En tout cas, ça fait des beaux livres, déjà celui-là, Les hallucinés, et puis il y a quand même pas mal de chapitres dans beaucoup de récits de montagne, soit d'hallucinations, soit de moments comme ça. Il y a quelques grands classiques, hein. Il y a Messner qui en parle beaucoup dans ses livres, l'impression d'être suivi. Il y a le troisième homme, oui. Le troisième homme, alors ça c'est Ouais. il y a, comment il s'appelle, Herman Bull au Nanga Parbat, pour la première de Nanga Parbat en 53. Il raconte pareil à la descente, il a l'impression d'être suivi. Ça c'est vraiment un très grand classique. Même c'est frappant, à l'Annapurna, les Français en 1950, c'est Marcel Ichac qui raconte ça, qu'il a le sentiment d'être suivi. Alors qu'il n'a pas du tout été au sommet, c'était à la marche d'approche, je crois, il était à 5000, 6000 mètres, mais il était vraiment complètement crevé, et il raconte qu'il a l'impression d'être suivi. C'est un des premiers témoignages d'ailleurs de troisième homme, quoi, de présence. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisqu'on a un spécialiste des hallucinations, et on en a deux en fait. On en a un qui les cherche dans les livres, Moi, et un autre qui les vit complètement avec Rick, donc n'hésitez pas. Il y en a peut-être qui en ont eu d'ailleurs. Et il y a peut-être d'autres gens qui en Parce ont que eu. le sentiment de présence, par exemple, ça peut arriver. Il y a beaucoup de gens qui racontent ça sur les trails, quand ils sont vraiment au bout du rouleau. Il y en a qui sentent ça. Je sais pas, il y en a peut-être qui l'ont eu dans la salle. Ou des fois, vraiment, quand on est. Après, moi, je pense que le facteur déterminant de tout ça, c'est quand même plus qu'un facteur physiologique, la déshydratation. C'est vraiment de rentrer dans un monde différent, quoi. C'est de changer de planète. C'est un peu ce que dit Carsolio. Quand il arrive là-haut tout seul, il n'est plus dans le même monde que nous, quoi. Il est sur une autre planète, et c'est ça qui fait que je pense que le cerveau mais c'est pas lié aussi moi je pense quand même que c'est lié à la survie, c'est un instinct de survie et de conservation alors après peut-être qui doit meubler d'une manière ou d'une autre, c'est difficile. Il y a aussi on n'en a pas parlé, mais il y a les voix aussi. Il y a vachement de témoignages de gens qui entendent des voix, ça c'est un truc qui revient très souvent. Et c'est souvent des voix pareilles rassurantes. Messner il raconte qu'il entend sa mère qui l'appelle. C'est souvent, ce qui est troublant, c'est que c'est souvent un brouhaha, beaucoup de voix d'un coup. Et de temps en temps, les gars ils sentent des bribes de voix. Et Messner il raconte qu'il entendait sa voix. Herman Bull, la voix de sa mère. Herman Bull aussi, je crois qu'il raconte ça. C'est la voix de sa mère qui l'appelle, par son prénom. Et c'est. Pourquoi ? On ne sait pas. Alors, allez-y. Sinon, dans leur livre, est-ce qu'il leur arrive de parler? Qu'il leur arrive de parler? Oui, eux-mêmes, est-ce qu'ils parlent? Bon, alors, il y a un truc qui est très troublant aussi, c'est Messner dit ça, c'est que ça lui arrive d'avoir entamé une conversation effectivement avec la présence qui est à ses côtés, mais encore pire que ça, alors le premier à avoir raconté ça, c'est Frank Smith, les premières expéditions à l'Everest, où il partage son gâteau, il mange un gâteau, puis au bout d'un moment il le coupe en deux, pour le donner à la personne qui est à côté de lui, et puis il se rend compte qu'il n'y a personne. Et Messner, c'est pareil, il entend des voix qui lui disent fais la cuisine,
et il sent qu'il est avec quelqu'un, et il fait la cuisine pour deux. Et c'est troublant, quoi. Donc Mais il parle pas. si, Messner, à un moment, il raconte qu'il a une conversation avec une petite fille, je crois, qui lui dit, c'est elle qui lui fait la cuisine, et après il parle météo, elle lui dit tu tireras au sommet demain, il va faire beau, il lui répond. Je crois qu'il a ça dans son solo à l'Everest. Mais des gens qui parlent, après, alors il y a Rick qui parle au drone, mais bon, là, c'est pas une hallucination. Mais il y a quelques discussions, ouais, mais c'est surtout En fait, le partage, quoi. Mais s'il est avec une autre personne, et comme les hallucinations, elles ne se partagent pas, ils peuvent Ouais. pas vraiment... À part quand ils se parlent tous en polonais, Ouais. enfin, avec Carlo Sio, là, Ouais. qui se met à parler polonais, quoi. Ouais, puis il y a un scientifique aussi qui explique que du coup la présence qui est rassurante, c'est peut-être tout simplement un double en fait. C'est ce que dit un peu Venables, qui est suivi par son vieux double là. Et que du coup quand il prépare à manger pour deux, en fait, il essaie juste d'être bienveillant avec lui-même, quoi. C'est pas... Je sais pas, c'est... Voilà. Ouais, non, en fait, c'est hyper frappant. Parce que, alors, moi, je suis jamais allée à plus de 8000, enfin, je suis jamais allée à 8000 du tout, mais l'année dernière, j'ai eu le mal de l'altitude. J'étais au Zinalsrotorn en Suisse. Ouais. Et en fait, tout allait bien jusqu'à 4100. Jusqu'à ce que d'un coup, je sens pas bien du tout. Mais là, j'étais encore assez lucide. Et en fait, là, le guide a décidé de redescendre. Et à ce moment-là, il me disait, mets la dégaine et tout. Et je savais plus ce que c'était qu'une dégaine, je savais plus où elles étaient, etc. Et après, du coup, il a appelé l'hélico et il m'a posé sur les pierres. Et alors là, moi, j'étais hyper confort. Genre, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans un lit. J'avais un peu froid quand même, mais c'était hyper apaisant et je trouvais ça justement aussi, comme vous disiez, Ouais. c'était rassurant. Que il y avait ce côté aussi, en fait, j'avais l'impression d'être hyper bien. Et voilà, après, je voyais un peu des lueurs rouges dans le ciel, un peu chelou. Et après, je voyais la neige en contrebas et en fait, elle avait l'air hyper douce. Et je me souviens avoir dit à mon guide, on pourrait descendre comme un toboggan. Enfin, sauf qu'il y avait une barre rocheuse de 1000 mètres entre les deux stations. Mais du coup, je me souviens très bien de ce côté, c'était effectivement hyper apaisant, hyper reposant. Et en fait, j'étais hyper bien. Ouais, t'as jamais eu peur, quoi. Ouais, alors pas du tout, non, en fait, j'ai eu peur, en fait, quand je me suis... Enfin, il y a un moment, j'étais encore lucide, et donc, du coup, j'étais en mode, je vais pas y arriver, parce qu'on s'est arrêté devant un ressaut rocheux, et je flippais. Mais à partir du moment où, après, on est redescendu, et j'étais dans mon petit lit de pierre, là, j'aurais pu rester, hyper longtemps, j'étais hyper confort. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pas l'impression d'être suivie, hein, mais le côté vraiment rassurant, et... Ouais, mais ça, c'est vrai que ça revient dans vraiment tous Ouais. les témoignages, quoi. Et surtout, je me suis dit, effectivement, j'ai l'impression que d'avoir été dans un état un peu, je me dis comme si j'avais pris, je sais pas, de la drogue ou de l'alcool, ou c'était... C'est peut-être un mélange, un cocktail chimique pour protéger le stress, quoi, pour pas Ouais, que... alors il y a des scientifiques qui, notamment pour les sorties hors du corps, là, il y a un moment ils pensaient avoir trouvé parce qu'il y a le corps humain en cas de très grand stress sécrète une hormone qui s'appelle kétamine, je crois, et qui est utilisée dans les anesthésiens en fait pour les opérations. Et du coup, souvent quand on a des anesthésies générales, on peut avoir ce genre de sensation de sortir de soi-même. Et du coup, le corps humain en stress, il sécrète cette hormone, mais c'est en très très faible quantité, donc ils ont laissé tomber, c'était pas explication scientifique. Et il y a des gens qui prennent de la kétamine, c'est une drogue aussi. Ah ouais, c'est une drogue aussi, ouais, c'est possible. C'est un anesthésiant pour les chevaux à la base. Ouais. Mais il y a plein de gens qui prennent, plein de gens. Oui. On va essayer après. Voilà. Il y a un petit cocktail qui nous Pas attend. besoin d'aller à 8000, en fait. Il suffit de faire un petit shoot. Et comment vous avez eu l'idée de Bah, travailler sur ce sujet, en fait? J'avais déjà traité ça, en fait, à la base j'ai un blog, moi c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces histoires, et j'avais déjà traité le sujet sur mon blog, mais vraiment de façon superficielle, quoi. C'était un article, et puis j'avais lu le bouquin sur le troisième homme, notamment sur ces fameuses présences. Il y a un bouquin qui est très intéressant d'un Canadien qui s'appelle L'ami invisible, qui a été traduit en français, vous trouvez la référence dans le bouquin là, et qui a compilé un peu tout ça, et qui a essayé d'apporter des explications scientifiques, et c'est vrai que c'est un truc un peu troublant, et voilà, donc c'est... Et honnêtement, je pensais pas que ça donnerait ce résultat, quoi. Je pensais vraiment, avec Charlie, on en avait discuté, il m'avait dit bon, on peut peut-être se concentrer sur les hallucinations visuelles, c'est ça qui est sympa, c'est ça qui est marrant. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est souvent le même truc qui sort, quoi. Alors, il y a l'exemple de Sandy qui est génial, qui voit Snoopy, il y a Jean Troyer qui voit des grimpeurs, mais c'est assez limité finalement, parce que bon, c'est, voilà, on voit un truc qui passe, c'est marrant, tout ça. Mais je trouve que c'est plus intéressant de s'intéresser
à ce qu'il y a derrière tout ça, et pourquoi on entend des voix, et pourquoi on est rassuré. Et vous grimpez? Non, pas du tout. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il a justement un regard complètement Ouais. décalé. Je suis allé à l'Aiguille du Midi Et avec le objectif. téléphérique, mais voilà. Et vous n'avez jamais essayé même de faire une course d'initiation ou... Bah, ce qui me dirait bien, c'est d'aller un peu au pied des grandes parois, tout ça, pour voir un peu marcher sur un glacier, tout ça. Ouais, ça j'aimerais bien. Enfin, j'ai déjà fait, je suis allé au sommet du Grand Vignoble dans les Pyrénées, c'est mon top. Voilà. Waouh. J'ai souffert de l'altitude d'ailleurs, mais bon, c'est de la marche quoi. Donc, mais après non, j'ai le vertige. Puis quand je lis ça, j'ai pas envie. Non, il faut dire quand même qu'à la base, tu étais passionné par les récits de guerre, de tranchées, Ouais, moi, j'aime de bien. survie dans des conditions extrêmes. Ouais, Et tout d'un coup, il s'est dit, mais les alpinistes, finalement, eux, ils y vont de leur plein gré. ouais, c'est Donc, ça. Ouais. contrairement aux gens qui... Je suis fasciné par les gens qui sont dans une galère pas possible. Quoi. Il aime la galère. Mais pour les autres. Mais... Après, l'alpinisme, c'est pas toujours la Il y a galère. quelqu'un qui veut te poser Ouais. la question. Mais on a entendu un conférencier il y a quelques années qui était allé en Antarctique. Et là, ce ne sont pas des altitudes comme l'Himalaya. Ouais. Et lui aussi expliquait que dans la descente, voilà, il voyait un piano, il jouait au piano. Ouais, ouais. Donc la fatigue, la déshydratation, je pense. Mais c'est ça, mais La l'altitude solitude. et le manque d'oxygène, c'est un facteur Oui. parmi tant d'autres en fait, mais c'est pas le facteur principal, je pense. C'est juste que ça ajoute de la fatigue parce que quand on est là-haut, on est Ça nous avait encore. étonné à si basse altitude, disons. Ouais. Mais il y a des témoignages, il y a par exemple les pilotes les premiers qui ont fait les traversées transatlantiques, Saint-Exupéry, tout ça, ils témoignent de ces choses-là. Où on reste pendant des heures et des heures à faire la même chose. Il y a un des facteurs, c'est le manque de stimuli. Ouais, la concentration très forte et le manque de stimuli surtout. Quand il n'y a aucune information qui arrive dans le cerveau. Si on se met dans une pièce blanche pendant 2 jours, sans fenêtre, sans rien, au bout d'un moment, on va se mettre à avoir des trucs parce que le cerveau. Immeuble. Ouais, immeuble, ouais, c'est ça, ouais. Oui. Là, vous êtes presque en train de nous parler des questions d'isolation sensorielle, puisque là, on est dans de l'eau, dans l'obscurité totale, sans aucun bruit, et certaines personnes disent avoir des hallucinations. Ouais, bah Donc, la pièce blanche sans aucun stimulus, Ouais. on n'est pas très très loin. Ouais, bah les plongeurs, ceux qui font de l'apnée aussi, ils ont ce genre Ah oui, oui, d'hallucination. Ouais, ouais. Voilà, c'est pareil, eux, ils arrivent dans des mondes qui sont improbables et du coup. Les questions d'isolation sensorielle, c'est plus simple. Ouais, ouais. Faudrait essayer. Faudrait fermer tous les rideaux pendant 2 jours et puis on reste comme ça. On va pas se parler. Il y a d'autres questions? Bon, bah, j'espère que cette soirée vous aura halluciné au moins, quelques minutes. Mais on est désolé, on ne peut plus faire le pot de l'amitié à cause de notre Covid qui n'est pas notre ami. Mais vous pouvez quand même vous faire dédicacer un livre par notre ami Thomas et puis discuter avec Rick qui est là si vous avez envie de parler avec l'un des plus expérimentés en hallucination et en himalayisme. Et merci de votre attention.